Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents pour cette deuxième séance du cycle de conférences sur Notre-Dame en chantier. Et donc, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Marie-Hélène Didier, qui est conservatrice des monuments historiques à la DRAC Île-de-France, qui qui a sous sa juridiction l'ensemble de Paris, mais en particulier le chantier de Notre-Dame, qui l'occupe beaucoup depuis un peu plus de 3 ans, qui va donc nous parler aujourd'hui d'un chantier dans le chantier, qui n'est pas directement lié à l'incendie, puisque les tableaux n'ont pas souffert de l'incendie, mais dû à l'usure du temps, l'incendie et la dépose de ces tableaux qui a pu être ordonnée et l'occasion d'entreprendre cette vaste restauration. Et donc Marie-Hélène Didier va nous plonger dans les enjeux patrimoniaux, scientifiques, car voilà, dans le cadre de ses travaux, elle participe également au groupe de travail décor du chantier scientifique CNRS, ministère de la Culture Notre-Dame de Paris, et donc de tisser ce lien, comme il a pu être fait aussi un petit peu dans la première séance, à partir de cette période moderne qui est souvent oubliée pour Notre-Dame de Paris, en tout cas qui n'est pas celle qui est la plus mise en avant. Et bien, à nouveau, on va se plonger là dans une histoire mobilière entre passé et présent, restauration et futur, la réinstallation de ces tableaux dans Notre-Dame. Et donc, je suis très heureux que Marie-Hélène Didier ait accepté de venir nous présenter ses travaux aujourd'hui. Je vous laisse la parole pour la conférence. Voilà, donc je vais vous présenter donc la restauration des tableaux de la cathédrale Notre-Dame de Paris, donc un défi en 2 ans puisque la restauration a réellement débuté début 2022 et doit s'achever impérativement décembre 2023. Mais je reprendrai le cours des choses à partir de l'incendie de Notre-Dame, savoir ce qui s'est exactement passé, donc dans les jours qui ont suivi, ce que l'on a fait avec les tableaux et comment on en est arrivé là où on en est actuellement, puisque la restauration dure quand même encore pendant 1 an. Donc je vais commencer par l'évacuation des tableaux de la cathédrale. Donc l'incendie a eu lieu le 15 avril 2019. Dans la soirée du 15 avril, 2 tableaux ont été évacués. La nativité de la Vierge, dont je vous ai mis le plan de la cathédrale avec la situation de ces 2 tableaux, donc la nativité de la Vierge de Matthieu et Louis Lenain et la Vierge de Pitié de Lubin Baugin. Ces tableaux ont été évacués parce qu'ils étaient facilement accessibles, de petites dimensions, puisqu'il suffisait de monter sur les autels pour les décrocher à 2 personnes. Donc les pompiers les ont décrochés dès la nuit de l'incendie. Tous les autres tableaux sont restés dans la cathédrale, sachant qu'ils se trouvaient tous dans les chapelles de la nef, donc, et que l'incendie était plutôt situé sur toute cette zone. Voilà, puis on en avait aussi quelques-uns dans la tour. Donc une fois que les tableaux ont été décrochés, ils ont été emballés par les pompiers. Donc vous en avez un, on en voit un qui est juste là. J'espère que ma souris, ça se monte derrière. Et là, c'est au moment où ils ont été transportés le 15 avril au soir à l'hôtel de ville pour entreposer tout ce qu'on avait retiré de la cathédrale. Donc là, c'est une photo à l'hôtel de ville, donc le soir du 15 avril. Le 16 avril, rassurez-vous, je ne ferai pas tous les jours à la suite, parce que sinon on n'y est pas. Mais les 15 premiers jours ont été assez intenses. Le 16 avril, donc en faisant le tour de la cathédrale pour voir dans quel état étaient les tableaux, on pouvait encore accéder partout, puisque là on est
dans un des bras du transept qui a été interdit d'accès quelques jours après pour des raisons de sécurité, puisque c'était le bras nord. Et voilà, donc ces tableaux, eux, comme le transept a été interdit d'accès, sont restés, eux, dans la cathédrale jusqu'en août 2020. Donc il y avait à la fois le triomphe de Job de Guido Reni, donc sur le mur est du bras sud du transept, et Laurent Lahire en face, Saint-Pierre guérissant par son ombre les malades sur le mur ouest de ce même bras du transept. Donc ils sont restés pendant 1 an à ciel ouvert. Les tableaux, après avoir été à l'hôtel de ville, le 16 avril, ont été transportés au Louvre. Tout ce qui était sorti de la cathédrale a été transporté au Louvre. Et donc là, vous les voyez déballés dans une salle qui avait été mise à ce moment-là provisoirement à notre disposition au Louvre avant qu'ils partent dans les réserves du département des peintures. 19 avril, grand jour, puisque c'est le jour où l'on a décroché tous les tableaux. La cathédrale avait été beaucoup arrosée et en fin de compte, les tableaux, je dirais, au niveau toile, absorbaient l'humidité et avaient commencé à gondoler. Mais une fois que les pompiers avaient aspiré toute l'eau qu'il y avait dans la cathédrale, puisque le 16 avril au matin, on avait par certains endroits de l'eau jusqu'aux chevilles, les tableaux ont commencé en quelques jours à se retendre. Mais bon, dans cette atmosphère quand même qui était devenue assez instable, il a été décidé de les retirer. Donc cela a été fait avec l'aide du service des musées de France et avec le centre de recherche et de restauration des musées de France pour organiser des équipes. Moi, je leur avais fourni le plan de tous les tableaux dans la cathédrale et donc organiser les équipes pour qu'il y ait une surveillance du décrochage de tous les tableaux. Donc chaque équipe comprenant des conservateurs, des restaurateurs, des régisseurs, voilà. Et on a décroché donc ce jour-là 15 tableaux. Cela a commencé à 6h30 du matin et à 15h, tout était fini. Ça a été un décrochage, je dirais, tout à fait exceptionnel par 2 entreprises de transport, donc Bovis et Chenu, qui avaient par chance déjà décroché des tableaux dans la cathédrale et qui donc savaient à peu près ce qu'il fallait comme matériel pour décrocher ces tableaux, les plus grands faisant quand même 4 mètres sur 5. Et donc manipulable uniquement par beaucoup de monde. Donc là, vous voyez, l'équipe bleue, c'est Chenu, l'équipe verte, c'est Bovis. Et ils ont été absolument remarquables puisqu'ils avaient mis les meilleurs de leurs équipes. Des deux côtés, il n'y a pas eu un seul couac. Donc je vous montre encore ces images qui sont quand même assez impressionnantes et qui vous montrent que par tableau, il fallait, pour les grands en particulier, c'était quasiment une dizaine de personnes pour les manipuler. Donc il y a eu à ce moment-là un constat d'état extrêmement rapide. Ils ont été déballés, sortis donc de la cathédrale et ensuite transportés dans un entrepôt qui a été mis à notre disposition pour être étalés les uns à côté des autres sur les murs et déjà dépoussiérés. Donc dans les semaines qui ont suivi, ils ont tous été dépoussiérés face et revers. Et ils ont été également examinés avec, à ce moment-là, des constats d'état ont été faits beaucoup plus précis, à la fois sur la couche picturale, sur le support, sur le cadre. Tout ça pour nous permettre ensuite de lancer un appel d'offres par la suite. Donc les tableaux sont restés dans ce lieu jusqu'à la fin de l'année 2020. Mais on n'avait pas encore enlevé tous les tableaux car il en restait 3 dans la tour nord
qu'il fallait évacuer aussi, car c'était la tour dans laquelle le beffroi avait commencé à prendre feu, et donc qui avait été beaucoup arrosé par les pompiers également, et donc on craignait des retombées de cette forte humidité qui a été très présente. Et donc il a été décidé de sortir ces 3 tableaux. Le problème, c'est qu'ils ne passaient pas tous par la porte. Donc ces 3 tableaux, c'est le Vendelot, après vous les verrez tous les uns derrière les autres, le Vendelot qui est le Saint-Charles-Borromée donnant la communion aux pestiférés, le Carache Saint-Bernardin de Sienne délivrant la ville de Carpi, et le Jorat la Visitation. Donc comme je vous l'ai dit, ils ne passaient pas par les portes avec leur cadre, et un ne passait pas du tout même par la porte. Il a été nécessaire de l'enlever de son châssis et de le rouler pour le passer par la tribune d'orgue. Parce que normalement, les tableaux pour entrer devaient passer par les tribunes. Sauf que des tribunes, on arrivait dans la nef, et la nef était à ce moment-là interdite d'accès. Donc on ne pouvait pas leur faire prendre le cheminement normal. Donc là, vous voyez les tableaux en cours de dépose, de démontage, puisque celui-là, il va être mis sur rouleau. Et donc, à la fin, il est resté dans la cathédrale 2 cadres et un châssis, plus les 2 tableaux qui étaient toujours dans le transept nord et qui attendaient, plutôt transept sud, pardon, et qui attendaient de pouvoir être évacués. Donc l'évacuation de ces tableaux, donc là vous voyez, ils passent par la tribune de l'orgue qui certes donne dans la nef, mais on pouvait rabattre le rouleau de tableau sous la tribune de l'orgue, ce qui permettait de ne pas aller dans la nef. Ensuite, le déménagement des tableaux. Donc comme je vous l'ai dit, ils étaient dans un entrepôt mis à notre disposition, mais cet entrepôt n'était pas éternel et il fallait les déménager. Donc nous avons lancé en 2020, le confinement a beaucoup aidé à la rédaction de l'appel d'offres, nous avons lancé un premier appel d'offres pour avoir à la fois un local de stockage des tableaux et à côté un local de restauration. Les deux mis ensemble, sachant que le local de stockage de tableaux devait être impérativement prêt pour fin 2020, alors que les ateliers, une fois que les tableaux étaient dans l'atelier de stockage, pouvaient être prêts courant 2021. Donc on a créé donc à la fois un local de stockage, un atelier pour la restauration des supports et un atelier pour la restauration de la couche picturale, plus cuisine, vestiaire, salle de réunion. Voilà, c'est très bien aménagé pour les restaurateurs. Donc là, je vous montre le déménagement des tableaux, donc du premier entrepôt dans le deuxième. Donc vous imaginez toute une logistique, puisque là, j'avais par contre les 17 tableaux, puisque nous avions descendu ceux qui étaient dans le transept. Voilà, donc ce déménagement s'est fait sur plusieurs jours, avec la fabrication d'un certain nombre de caisses, mais pas pour tous les tableaux, parce que sinon déjà les très très grands tableaux ne rentrent plus dans rien du tout si on leur fait des caisses. Et les autres, on les a emballés. Tout ça était une question de délai. Les tableaux pour leur retour auront quasiment tous des caisses, mais là on n'avait pas le temps. On avait un impératif, le local devait être vidé au 31 décembre 2020 et l'entreprise a eu sa commande le 15 décembre. Donc voilà. Donc on a été un peu pressé par le temps. Ensuite, j'avais quand même toujours 2 tableaux qui étaient encore au Louvre. Et donc voilà, on les a également déménagés pour rejoindre les autres tableaux pour leur restauration. Et donc là, je vais vous montrer les locaux que l'on a fait pour ces
ces restaurations de tableaux, on a le plus grand, les plus grandes grilles d'accrochage d'Europe pour arriver à tenir tous ces tableaux. Donc, je vous les montre. Voilà, donc tout ça a été créé spécialement pour les tableaux de Notre-Dame, pour pouvoir les garder dans des conditions tout à fait stables, puisque le climat est totalement contrôlé, à la fois la température et l'hygrométrie, et les relevés que l'on nous transmet toutes les semaines montrent que cela fonctionne très très bien. La température et l'hygrométrie sont vraiment très très stables. Donc voilà, à chaque fois, manipulation de tableaux toujours très, très compliquée. Par contre, les grilles, alors bon là c'est moi qui la tire, mais comme je dis toujours, elles peuvent être tirées par une faible femme sans aucune difficulté. Hein. Cela se manipule extrêmement facilement. Ensuite, il restait encore, comme je vous l'ai dit, des cadres et un châssis dans la cathédrale qu'il fallait aussi sortir, puisqu'ils devaient quand même rejoindre les tableaux pour lesquels ils avaient été faits. Mais le déménagement devenait de plus en plus compliqué en raison des échafaudages qui étaient dans la cathédrale. Et en fin de compte, on a été aidé par les cordistes qui ont beaucoup travaillé dans la cathédrale, car il a fallu les passer entre les arcs de la cathédrale et l'échafaudage. Donc seuls les cordistes étaient habilités à passer dans cette partie-là. Donc voilà, donc là on voit le châssis descendre. On a eu aussi pas un petit souci, mais les tableaux qui sont restés pendant un an dans la cathédrale, donc à l'air libre, ont subi les aléas climatiques qui peuvent être quand même assez importants, avec des différences de température de 20 degrés, alors que voilà, jusqu'à présent dans la cathédrale, avant l'incendie, on n'avait absolument aucun problème de climat. Le climat était relativement stable, il n'y avait pas de problème ni de moisissure, ni de petites bêtes. Et là, quand on a décroché le tableau, on a vu qu'il y avait eu des moisissures qui étaient apparues au revers du tableau. Donc là, vous avez les ingénieurs du laboratoire de recherche des monuments historiques qui sont donc venus dans le local de stockage faire des prélèvements à l'arrière du tableau pour voir ce qu'il en était et pour aussi nous rassurer et savoir ce que les restaurateurs devaient employer comme produit. Donc les moisissures, en fin de compte, c'était totalement stabilisé en venant dans un climat stable et il suffisait de les enlever et elles n'ont rien attaqué. Après, il suffit de les gratter. Voilà, mais on a eu le laboratoire qui est aussi venu tout de suite. En fin de compte, tout le monde s'est toujours complètement mobilisé pour la restauration des tableaux. Les ateliers, voilà, qui sont aussi, on nous les envie beaucoup maintenant. Donc, vous avez sur la photo de gauche l'atelier de support. Donc, nous avons 4 grandes tables, puisque pour la restauration des tableaux, donc nous avons fait un appel d'offres pour sélectionner 4 équipes de restaurateurs, puisque nous avons divisé les 22 tableaux en 4 lots, sachant qu'un lot était spécialement réservé pour les tableaux de la ville de Paris, puisque 3 tableaux sont des dépôts de la ville de Paris dans la cathédrale et ne pouvaient pas être financés par la souscription. Toute la restauration est financée par la souscription, sauf ces 3-là, puisque c'est marqué dans le décret de fondation de l'établissement public. Et donc, nous étions obligés de faire un lot à part. Les 3 autres lots sont des lots totalement équilibrés en dimension de tableau, en difficulté de restauration. Voilà, chaque équipe a ce qu'on appelle des très grands formats, c'est-à-dire des 4 mètres sur 5. Après,
Ils ont des 4 mètres sur 3 et puis ils ont tous des petits tableaux qui font un peu plus, qui font 2,50 m de haut. Donc, dans chaque atelier, il y a un espace de travail pour chaque équipe qui a été sélectionné. Donc, dans l'atelier support, il y a 4 tables pour que chaque équipe puisse travailler sur ces tableaux de manière indépendante. Et dans la salle de restauration de couches picturales, il y a 4 grilles pour pouvoir accrocher les tableaux. Et vous verrez qu'après, on en a mis quand même contre les murs pour que la restauration puisse avancer un peu plus vite. Donc l'appel d'offres, alors c'est un peu technique, mais il faut savoir quand même que c'est une grosse opération. Restaurer 22 tableaux en 2 ans, c'est quasiment, je pense, une opération unique en France. Et donc, nous avons rédigé un appel d'offres qui était très complet pour chaque tableau, puisque nous avions à chaque fois la fiche d'inventaire du tableau, et ensuite nous avons fourni par tableau les constats d'état dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc à la fois une fiche de constat d'état peinture très précise. Nous avons également des documents graphiques qui les accompagnent avec le repérage des différentes altérations. On nous a fait également des photos ultraviolettes, des photos en infrarouge que nous avons transmis également à chaque équipe qui a répondu à l'appel d'offres. Donc nous avons une fiche constat d'état cadre. Et nous avons également à chaque fois, pour chaque tableau, la préconisation de traitement, donc qui a été fait après ce constat d'état, qui indique aussi le nombre de jours envisagés pour la restauration du tableau, les différentes étapes préconisées. Voilà, donc on avait une documentation très complète et nous avons fourni également pour chaque tableau tous les éléments que nous avions, qui nous étaient connus sur les restaurations antérieures, avec les descriptifs de ce qu'on avait trouvé dans les dossiers de restauration que nous conservions. Donc on avait des mentions très anciennes, donc de 1844. On en avait même pour certains des mentions au XVIIIe siècle. Et puis après, voilà, on a cherché dans tous les dossiers pour que les restaurateurs voyant le tableau arrivent à comprendre ce qui s'était passé pour pouvoir remettre leur offre financière. Et donc nous avons retenu en fin de compte 3 groupements de restaurateurs, puisqu'un groupement a 2 lots, à la fois un des lots très importants et à le lot Ville de Paris où il n'y a que, je rappelle, 3 tableaux. Donc je vais quand même vous citer les groupements. Je ne peux pas vous citer tous les restaurateurs parce qu'ils sont une quarantaine. Si on additionne toutes les équipes, ils sont entre 40 et 50. Donc nous avons 3 groupements. Donc le premier, c'est le groupement Arcane, dirigé par Cinzia Pasquali. Le deuxième groupement est le groupement de Laurence Mugnot. Et le troisième groupement est celui d'Isabelle Chauchot, qui est celle qui a 2 lots. Ensuite, pour suivre la restauration, nous avons formé un comité scientifique qui se réunit tous les mois et demi pour suivre le chantier et donc prendre les décisions qui nous sont demandées donc à chaque étape selon ce que nous présentent les différentes restaurations. Donc ce comité scientifique comprend, je dirais, les différents propriétaires des tableaux, car il faut savoir qu'un certain nombre sont des dépôts du Louvre. Donc nous avons dans le comité scientifique des conservateurs du département des peintures du Louvre. Donc nous avons aussi des conservateurs de la ville de Paris pour leurs tableaux.
Nous avons aussi les responsables de la filière peinture du Centre de restauration et de recherche des musées de France. Et nous avons les représentants de la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, donc qui est maître d'ouvrage de l'opération. Donc là, je vous ai mis quelques photos du comité scientifique, donc avec la restauratrice qui présente voilà l'étape où elle en est. Là, c'est le tableau est nettoyé, donc voir s'il y a des questions, savoir s'il faut aller plus loin dans le nettoyage, savoir comment va être traité le support. Voilà. Je vais quand même vous montrer les 22 tableaux et vous avez leurs propriétés. Quand je mets DRAC, donc c'est Direction régionale des affaires culturelles, les tableaux de la ville de Paris et les tableaux en dépôt du Louvre. Voilà, donc vous avez le Hieronymus Franken, donc Adoration des bergers, la Nativité de la Vierge de Le Nain, le Karl van Loo, donc Saint-Charles-Borromée donnant la communion au pestiféré, je vous ai mis la date à chaque fois qu'on l'avait, Lubin Bogin, le martyr de Saint-Barthélemy, le deuxième Lubin Bogin, la Vierge de Pitié, Jacques Blanchard, et je vous ai mis aussi à chaque fois quand c'était un mai. Donc le Jacques Blanchard, la descente du Saint-Esprit, le Carache, Saint-Bernardin de Sienne délivrant la ville de Carpi. Donc certaines photos sont prises une fois nettoyées, d'autres sont prises avant restauration et certaines sont prises après restauration, quelques-unes. Ensuite, le Matthieu Élie, les fils de Séva battus par le possédé, encore un mai. Le Vien, le martyr de Sainte-Catherine. Un des deux Lebrun, le martyr de Saint-André. Le Chéron, les prédications du prophète Agabus à Saint-Paul. Le Nicolas Loire, Saint-Paul rendant aveugle le faux prophète par Jésus. Charles Poherson, donc la prédiction de Saint-Pierre à Jérusalem. Aubin Vouet, le centurion Corneille au pied de Saint-Pierre. L'autre, Lebrun, le martyr de Saint-Étienne. Tableau de Jorat, la visitation. Sébastien Bourdon, le crucifixion de Saint-Pierre. Laurent Lahire, la conversion de Saint-Paul. Le Testelin, Saint-Paul et Silas fouettés à Philippe en Macédoine. Laurent Lahire, Saint-Pierre guérissant par son ombre les malades. Gabriel Blanchard, Saint-André tressaillant de joie à la vue de son supplice. Guy Dorigny, le triomphe de Job. Et nous allons arriver au chantier de restauration. Donc le chantier de restauration, comme je vous l'ai dit, a commencé réellement au début de l'année 2022 et doit se terminer en décembre 2023. C'est le contrat passé avec les restaurateurs lors de l'appel d'offres. Il est clairement indiqué que le chantier devait être terminé en décembre 2023. Donc la restauration est en cours et tous les tableaux ont déjà été restaurés anciennement. Comme je vous l'ai dit, on a fait des recherches pour chaque tableau et en fin de compte, la plupart des tableaux avaient été restaurés dans les années 60, en particulier les mets, au moment de leur retour dans la cathédrale par un de mes prédécesseurs, donc Pierre-Marie Ozas, qui a remeublé, qui a fait rapporter beaucoup de choses dans la cathédrale qui était quasiment vide quand il est arrivé. Il a pris ses fonctions en 1943. Et donc, il a fait venir des tableaux du Louvre, d'autres tableaux qui étaient dans d'autres collections en province pour essayer justement de remeubler la cathédrale. Donc là, vous avez je dirais le matériel du parfait restaurateur avec tous ces pinceaux nécessaires pour la restauration et tous les mélanges de produits que l'on peut faire dans les pots.
Les restaurateurs, comme je vous l'ai dit, ont aussi toute l'imagerie en ultraviolet, en infrarouge, pour essayer de comprendre la couche picturale, déterminer de manière plus précise où sont les repeints. Et là, vous avez une image du vin dont on reparlera après, puisqu'il nous a posé pas des difficultés, mais on s'est interrogé. Et donc, vous voyez, pour les grands tableaux, donc il y a des échafaudages pour que les restaurateurs puissent travailler ensemble sur différents niveaux. Donc, je vais vous présenter les différentes étapes de la restauration des tableaux. Je ne vais pas vous présenter tous les tableaux, la restauration de tous les tableaux. J'ai pris des exemples représentatifs pour chaque tableau. Donc, la première étape est celle du nettoyage. D'abord, donc le dépoussiérage avait été fait, il a été quand même refait, puisque les tableaux sont quand même restés un an dans l'autre entrepôt, et en un an, tout prend la poussière. Ensuite, il y a un décrassage qui permet d'enlever tout simplement la crasse accumulée sur les tableaux. Et sur les tableaux de Notre-Dame, il y avait quand même beaucoup de crasse, puisqu'on a redécouvert pas ce qu'il représentait, mais certaines parties étaient quand même assez noires. Et ensuite, on a enlevé, après le décrassage, on a fait un dévernissage, puisque beaucoup de vernis étaient... Les produits ont quand même beaucoup évolué depuis les années 60, et cela permet de beaucoup mieux cibler ce que l'on veut faire. On peut beaucoup plus procéder par étapes, alors qu'avant on avait des produits qui étaient un peu plus agressifs et qui pouvaient enlever plusieurs choses en même temps. Mais on avait aussi des produits qui parfois ne pouvaient pas enlever certains vernis, alors que maintenant on y arrive beaucoup mieux, et donc on arrive à redonner je dirais une lisibilité beaucoup plus colorée au tableau. Mais je ne jette quand même pas la pierre aux restaurateurs précédents. Ils ont fait, chacun fait avec la technique qu'il a sous la main, et on a vraiment depuis une trentaine d'années une évolution qui est très 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 importante. Donc sur chaque tableau, on a fait d'abord des essais d'abord les essais de décrassage, puis ensuite donc les essais de nettoyage pour enlever les vernis, et on l'a fait sur tous les tableaux pour permettre une première validation de l'état que l'on pouvait avoir après ce nettoyage. Et on l'a fait sur tous les tableaux pour permettre aux restaurateurs de ne pas avoir de temps mort. C'est-à-dire qu'entre les visites, moi j'y vais tous les 15 jours, entre les comités scientifiques pour que les travaux avancent. Donc moi je vais valider des choses entre-temps. Et pour si les restaurateurs ont fini un tableau, parce que parfois il y a des choses qui peuvent aller plus vite que prévu, ils peuvent en prendre un autre parce qu'on a déjà validé tous les essais sur tous les tableaux, parce qu'il faut que le chantier avance. Ça veut dire que c'est un chantier à un temps restreint. Donc là, je vous ai mis deux tableaux. Donc ici, vous avez le Vouet où la restauratrice fait des essais de nettoyage. Et là, on le voit aussi très bien sur le Lebrun. Là, il est encore sale, et vous voyez les premiers essais de nettoyage qui sont là, où vous voyez apparaître une petite fenêtre beaucoup plus claire. Voilà, qui nous donnait l'état que l'on pouvait avoir. Vous en avez aussi une autre là-haut qui a été faite. On essaye de les faire dans plusieurs endroits, en général dans les ciels, parce que les ciels redeviennent bleus, dans les chairs pour savoir de quelle couleur elles redeviennent. Donc je vais vous montrer plusieurs exemples de ces contrastes, parce qu'ils sont en général extrêmement saisissants. Donc là, vous avez aussi plusieurs fenêtres de nettoyage que l'on voit. Là, on voit sur le tableau
de droite, en fin de compte, là, il reste encore la crasse. Voilà, là, il est nettoyé. Et comme on oublie quand même très vite, on nous laisse, juste avant de valider, je dirais, complètement le nettoyage, on nous laisse juste une petite fenêtre pour nous rappeler d'où on est parti. Ensuite, là, je vous montre des tableaux entièrement nettoyés. Donc, on retrouve, une fois qu'ils sont nettoyés, puisque en fin de compte, le nettoyage enlève aussi les anciennes restaurations récentes. Et là, en fin de compte, on a retrouvé sur le tableau de droite la restauration telle qu'il était, en fin de compte, dans les années 60. Là, vous avez le Vouet et là, vous avez le Chéron. Et en fin de compte, en particulier le Chéron, c'est un dépôt du Louvre. Et dans les années 60, lorsqu'il est venu à Notre-Dame, en fin de compte, il avait été roulé pendant quasiment 100 ans au Louvre. Et en fin de compte, ce qu'on a redécouvert, pas redécouvert, puisqu'on les avait sur les photos en noir et blanc de la restauration des années 60, on retrouve les traces du mauvais roulage des tableaux qui ont fait un pli. Donc, les restaurateurs, beaucoup de restauratrices, ont refait les retouches des années 60. Pourquoi on les a enlevées? Parce que ces retouches, en fin de compte, ont viré avec le temps. C'est pareil, les produits employés à ce moment-là étaient beaucoup moins stables que ceux actuellement. Et donc, avec le temps, les retouches changent un peu de couleur et donc on finit par les voir. Et c'est pour ça qu'il a été décidé de faire sur tous les tableaux, sans exception, ce que l'on appelle une restauration fondamentale de la couche picturale, c'est-à-dire qu'on enlève les restaurations précédentes et on les refait. En plus, les restaurations précédentes, parce que pareil, ils n'avaient pas les mêmes instruments, je dirais, optiques, que maintenant, débordaient un peu des lacunes, alors que maintenant, les restaurateurs portent tous des lunettes grossissantes quand ils font de la retouche picturale. Et donc, ça permet d'avoir des retouches extrêmement précises. Donc là, d'un côté, le Aubin-Vouet nettoyé, et là, le Chéron complètement nettoyé également. Une fois que le tableau est décrassé, nettoyé, il part en opération support. Donc, il change de salle. Hein, l'entreprise qui nous loue donc les locaux vient faire les manipulations, puisque pour beaucoup de tableaux, il faut quand même qu'ils soient très nombreux, même s'ils ont construit quand même des choses qui permettent de les manipuler un peu plus facilement, surtout de les déplacer. Et donc là, les tableaux partent en restauration support. Il y a plusieurs possibilités. Soit le support, tous les tableaux ont été rentoilés anciennement, c'est-à-dire qu'on a mis une toile, je dirais, de renfort au revers de la toile d'origine. Soit ces rentoilages tiennent très bien, on en a un certain nombre qui sont d'excellente qualité, qui tenaient encore, donc il a été décidé de ne pas y toucher. On les a laissés, on a vérifié que l'adhérence entre les deux toiles était bonne. Sinon, on enlève la toile de rentoilage et après on fait ce que l'on appelle maintenant un doublage avec pareil une nouvelle toile, des gazes entre les toiles. Donc là, vous avez des tableaux qui sont sur les tables de restauration, dont on ne voit plus les faces puisqu'on est en train d'examiner tous les revers. Donc, quand on enlève la toile de rentoilage, donc on assainit complètement la toile d'origine hein, pour enlever tous les résidus de colle ou tout ce que l'on peut trouver pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à un nouveau doublage. Et on traite également le châssis. Les châssis sont tous examinés en détail pour savoir si on peut les conserver ou pas. Donc voilà, là ce sont des tableaux. L'opération support est toujours, les restaurateurs support sont toujours un peu tristes parce que on ne parle pas beaucoup d'eux. C'est pour ça que j'en parle beaucoup parce qu'en fin de compte,
ce qu'ils font, ça ne se voit plus après, puisque c'est de l'autre côté. Donc là, ce sont des tableaux qui ont été, où les faces ont été cartonnées pour être bien remises à plat, avec des bandes de tension que l'on installe tout autour, que l'on humidifie au fur et à mesure pour que retende tout cela de manière extrêmement lente et que le tableau retrouve complètement sa planéité s'il avait un petit souci de déformation. Donc là, vous avez le Lebrun qui, lui, n'a pas été repris en support, mais qui a été renforcé au niveau des coutures, parce que les tableaux ont quasiment tous des coutures, puisque les productions de toiles ne fournissaient pas des toiles d'aussi grande dimension, donc les coutures, on les voit. Ce sont toujours des endroits qui sont extrêmement fragiles, et là, donc, les coutures sont consolidées par la face. Là, c'est le Van Loo, donc pareil, le châssis, donc le revers, où le châssis a été complètement nettoyé, dépoussiéré. Voilà, c'était le châssis qui se trouvait encore à Notre-Dame et qui était resté longtemps et qui, en fin de compte, qui n'avait pas du tout souffert. On continue sur les opérations de reprise de support. Donc là, vous avez le nain, donc qui est aussi pour une remise en tension. Là, vous voyez qu'ils sont en train d'humidifier les bandes qui sont mises autour du tableau. Et on accroche et on installe également des nouvelles bandes de tension pour permettre d'accrocher le tableau facilement sur son châssis. Là, le tableau est donc, celui-là est donc remis sur son châssis et les restaurateurs sont en train de terminer les bords en mettant des bandes de craft. C'est ce que l'on fait très couramment et cela donne des bords très nets. Ensuite, autre opération délicate, je vous ai montré des tableaux cartonnés tout à l'heure sur la face. Et là, les restaurateurs sont en train d'enlever le cartonnage, donc à l'eau. Donc on apporte de l'humidité, donc c'est toujours une opération un peu délicate parce qu'on a toujours peur qu'il se passe quelque chose sur le tableau lui-même. Et donc là, vous voyez les deux restaurateurs qui sont sur un pont roulant, puisqu'on a également des ponts roulants installés au-dessus de chaque table, puisqu'il faut bien atteindre le milieu des tableaux. Et ils sont en train de frotter avec des éponges pour enlever le cartonnage que vous voyez là partir en petits morceaux. Autre opération, donc toujours sur les ponts roulants, c'est la vérification de la tenue de la couche picturale, puisque c'est les restaurateurs supports qui consolident la couche picturale. Donc là, vous voyez deux restauratrices qui sont en train d'examiner toute la couche picturale avec une petite lampe pour avoir une lumière rasante pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque sur la couche picturale, qu'il n'y ait plus d'écailles en soulèvement. Donc le tableau est vérifié entièrement dans son entièreté. À côté, donc, vous avez le Van Loo, qui est le seul qui a un format un peu spécial, que l'on verra tout à l'heure. Et là aussi, de nouvelles bandes de tension ont été mises sur tout le pourtour de la toile pour qu'il soit très bien tenu dans cette forme très particulière d'accolade.
pour qu'il ne bouge plus après. Autre souci que l'on a eu au niveau d'un des châssis et donc d'un des supports, c'est le martyre de Saint-André, donc de Lebrun, et on ne sait pas pourquoi il manquait un angle dans le tableau. On le savait, hein, au niveau du... Quand on l'a décroché, on savait qu'il manquait un angle. Donc dans l'appel d'offres, il avait été demandé de refaire cet angle. Et là, vous voyez la consolidation, le rajout en bois de cet angle, puisqu'en fin de compte, le tableau était accroché de manière assez maladroite sur un châssis sur lequel il manquait un morceau. Donc, l'angle du châssis a été refait et complété au niveau de la toile par une incrustation de toile pour permettre de refaire cet angle, et cet angle après est retouché picturalement pour s'intégrer. Mais on ne sait absolument pas pourquoi il manquait un morceau. Là, c'est le châssis du Guido Reni. Donc, c'est un châssis un peu particulier parce que c'est un châssis italien, mais il manque toute la partie extérieure qui est faite avec c'est un châssis à ressort, puisque le tableau avait été restauré par les Italiens à la fin des années 90. Et donc, avait posé le châssis, et comme donc il a été entièrement vérifié comme tous les châssis. Et en fin de compte, quand je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, on ne le reconnaissait plus parce que le châssis, au départ, il est quand même plutôt noir de crasse. Et donc, une fois nettoyé, ben, il est, je dirais, état neuf. Là, vous avez les restaurateurs qui sont en train de poser des bandes de tension de chaque côté du tableau, pareil pour lui redonner une planéité complète. Donc là, vous les voyez, ils sont d'un bout à l'autre du tableau. La retouche picturale. Donc, dernière étape de la restauration. Donc là, vous voyez les tableaux sur leur grille. Et en fin de compte, pour que la restauration avance, on a autorisé les restaurateurs, le C2RMF nous a fourni un chevalet pour que les restaurateurs, pour les petits formats, puissent travailler en plus des tableaux qui étaient sur les grilles, parce que sinon on finissait par un peu avoir un embouteillage. Certains tableaux, heureusement, étaient petits, et donc on pouvait en mettre 2 par grille. Donc là, vous en avez 2, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc là, vous avez, je dirais, des restaurateurs à tous les étages hein, qui travaillent. En général, ils sont 2 par étage pour travailler sur le tableau. Après, ils descendent, ils poussent l'échafaudage roulant pour avoir la vision commune, puisque ce sont quand même que des mains différentes, et il faut quand même qu'on ait une uniformité de la restauration. Donc là, ce sont les installations. Et donc, ensuite, donc une fois que le tableau est nettoyé, support repris, il faut traiter les lacunes qui sont apparues. Et là, celui-là, c'est un tableau dont le traitement a été un peu particulier, puisque vous avez la couture qui est là. Hein, là, jusque-là, aucun problème. Mais en fin de compte, on s'est aperçu que au rentoilage d'avant, ou peut-être d'avant, ils avaient un peu élargi la couture. La couture avait été complètement arasée. Et en fin de compte, quand ils avaient rassemblé le tableau, ils l'avaient fait un peu large. Et donc, on a demandé au restaurateur support à ce moment-là s'il ne pouvait pas nous rapprocher les 2 morceaux au maximum. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, on a un espace entre les 2 morceaux qui est devenu beaucoup plus étroit. Et au niveau esthétique, on y a gagné parce qu'on avait quand même certaines déformations de personnages, puisqu'il fallait bien relier le haut et le bas qui ne collaient pas tout à fait. Donc, dans la lacune, on pose un mastic de fond qui peut être coloré ou pas coloré, cela dépend des tableaux et des couleurs et des restaurateurs.
Et ensuite, donc là, je vous ai montré donc, la couture, et là, vous avez la retouche en cours que l'on devinera de toute façon toujours, hein, c'est comme ça. Et là, le tableau complètement terminé avec la retouche quand même qui disparaît au maximum. Autre tableau de Lubin Bogin, pareil. Donc là, je vous ai mis du avant-après. Alors comme les photos ne sont pas tout à fait prises au même moment avec le même éclairage, vous allez me dire quel est le avant-après. Celui de gauche, c'est le avant, et celui de droite, le après. Là, je vous montre des tableaux qui sont complètement terminés. On en a un certain nombre qui sont terminés. On en arrive quasiment à une dizaine, près de la moitié. Alors, beaucoup de petits formats. On doit avoir 4-5 grands formats, très grands formats qui sont finis aussi actuellement. Et ce tableau avait aussi la même chose que l'autre. Voilà, donc ensuite, autre tableau beaucoup plus problématique, qui est le Franken. Là, il a été décidé d'enlever totalement la restauration précédente qui datait des années 80, parce que la restauration était beaucoup plus lourde que ce que l'on fait maintenant, mais ça, cela tient aussi à la technique de restauration. Et dans les années 80, ce tableau avait subi déjà un incendie à Notre-Dame, puisque des chaises, quelqu'un avait mis le feu à des chaises, et donc ça avait brûlé dans cette chapelle. Et lorsque les restaurateurs ont dérestauré ce tableau, et là aussi, on retrouve les mêmes lacunes que dans les années 80, puisqu'on a les photos la même en couleur, et on a la même chose, sauf qu'on reprend ça avec des matériaux beaucoup plus légers et beaucoup plus circonscrits à la lacune, ce qui permet de donner une retouche beaucoup plus légère. Donc, là, vous voyez le tableau avec plein de lacunes partout, partout, partout. Là, la première fois que je l'ai vu avec toutes les lacunes, c'est vrai que ça, on a un peu peur. Et puis les lacunes se referment au fur et à mesure. Donc là, vous avez des visages qui commencent à être faits. En fin de compte, les restaurateurs travaillent selon leur envie à un endroit du tableau. Et après, ça se refermera, mais il n'y a pas de, je dirais, de logique pour aller, je dirais, de droite à gauche ou du haut en bas. Non, on a un personnage qui se fait au milieu, à droite, à en bas. Et là, vous les voyez tous assis, et là, ils sont 4 sur, et vous en voyez à différents niveaux, puisque certains sont assis par terre, d'autres sur des chaises, pour atteindre différents niveaux du tableau. Donc c'est celui sans doute qui nous pose pas de problème au niveau retouche, mais c'est celui qui aura le plus long travail pour la retouche. Ensuite, le chéron, qui lui également est fini. Donc là, je vous le montre en cours de route pour vous montrer sur la photo de droite les tons de fond qui ont été posés sur le rouge avant de faire la teinte définitive. Globalement, dans tous les tableaux, on n'a pas de problématique de reconstitution d'éléments qu'on ne connaîtrait pas. On n'a pas de problématique déontologique. Hein, c'est un chantier qui est, je dirais, relativement facile à mener. Mais ce chantier nous a permis de découvrir un certain nombre de choses qui vont servir pour la connaissance scientifique des tableaux. Par exemple, ici, quand on a enlevé le cadre, on savait qu'il y avait la date, mais en fin de compte, le cadre cache une partie de la date, cache même totalement la date. En fin de compte, le tableau a été coupé à un moment. C'est un mai, on ne sait pas quand. On sait que les mets à Notre-Dame ont quand même changé de place plusieurs fois. On a des états à certains moments. Est-ce que lors d'un décrochage, on a vu qu'il était abîmé, on l'a coupé, on n'en sait rien. Mais
voilà, ce sera marqué dans l'histoire du tableau. Il a été coupé et peut-être que ça éclairera sur d'autres éléments de l'histoire du tableau. Donc voilà, ce sont des petites découvertes comme ça que l'on fait au fur et à mesure. Et donc, en documentation photo, on aura toujours cette date qui malheureusement n'apparaîtra plus. Autre problématique là, de restauration que l'on a eu beaucoup sur les lebrins, la problématique des bleus qui ont très mal tenu avec le temps, qui ont sans doute été usés lors de restaurations précédentes. Ce sont des bleus à base de smalt. Et donc le choix a été fait d'une réintégration plutôt légère pour redonner les plis, parce qu'à un certain moment, on n'avait plus que des masses bleues, je dirais compactes, avec plus grand-chose. Donc, on a redonné un certain nombre de plis pour que l'on arrive à lire le tableau. Mais les bleus sur les deux lebrins sont très usés, couleur très fragile. Autre découverte, là ce sont des agrandissements. Vous voyez dans la partie haute, là vous voyez qu'il y a un trait qui est une couture avec la croix qui se prolonge au-dessus, et vous en avez un autre en partie basse. Donc la question ne s'est absolument pas posée de se dire on va leur changer leur format, hein, on les a comme ça, ils ont des cadres qui sont faits pour ces formats-là, on les laisse. Mais on s'est interrogé de savoir si ces rajouts étaient d'origine par le peintre lui-même ou si cela pouvait être plus tardif. Et en fin de compte, la couche picturale est exactement la même en haut et là, c'est la même chose en bas. Et on sait que le brun avait tendance à compléter ces tableaux avec des toiles qui parfois avaient déjà servi un peu ailleurs. Et donc, c'est pour cela que l'on ne retrouve pas forcément les mêmes sous-couches par rapport à la scène principale. Autre retouche aussi qui a été assez impressionnante, c'est sur le lenin, donc, qui était très très crasseux, puisque là vous voyez des blancs qui étaient jaunes hein, quand on l'a pris. Et donc voilà le type de retouche aussi pour que cela soit léger. On ne pouvait pas laisser le crâne de l'enfant avec ces teintes grises qui sont en fin de compte la teinte de la sous-couche hein, qui réapparaissent puisque le tableau est usé. Donc pareil, retouche très légère. On voit encore le gris en transparence, mais on a quand même la reconstitution du crâne de l'enfant sans que cela gêne la lecture du tableau lui-même. Donc voilà, là je n'ai pas résisté à vous montrer le lenin avant, le lenin après, parce que là il a vraiment, c'est une très belle redécouverte puisqu'il était très, en fin de compte, très à la fois, je dirais moyennement crasseux parce qu'on l'avait déjà décrassé il n'y a pas si longtemps que ça, mais il était très jaune. On n'avait pas été plus loin que un petit décrassage pour les expositions dans lesquelles il est allé. Et vraiment, on est repassé à des couleurs tout à fait extraordinaires. Voilà, d'autres problématiques qui sont en cours, donc en cours de retouche. Là, vous avez des couleurs, vous voyez qu'on voit la sous-couche rouge sous le violet. Donc là, c'était de savoir ce que on allait faire, jusqu'où on fait la retouche. Donc là aussi, des retouches légères. Pardon. Et alors là, je ne sais pas si ça se voit. Vous avez des repentirs au niveau des mains, c'est-à-dire que les mains ont changé de position en cours de composition. Et la question qui s'est posée, qui se pose à chaque fois d'ailleurs sur tous les tableaux, c'est jusqu'où laisse-t-on transparaître ces repentirs par rapport à la lecture globale du tableau, puisqu'en principe les repentirs n'étaient pas faits pour être vus. Donc on les masque
quand même. Certains, on les devine encore par transparence. De toute façon, il y aura toujours le, le dossier de restauration du tableau, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une main qui fait plusieurs mouvements, sinon on n'arrive plus à lire le tableau. Donc, on a la décision qui a été prise, c'est à peu près masquer tous les repentirs sur tous les tableaux. Là, vous avez donc là également sur la pyramide, j'appelle la pyramide, c'est pas du tout une pyramide, hein. Vous voyez transparaître au travers la corniche du bâtiment. Donc la corniche, on la voit transparaître là. Là, c'est pas gênant. On a décidé que d'en bas, on verrait rien du tout, mais cela montre euh, une, une, une nouvelle composition que le peintre a fait en cours de route, où il a rajouté un élément. Donc sur le Sébastien Bourdon aussi, on a des repentirs que l'on a quand même en partie masqués. Là, ce tableau, il est en cours de restauration, donc je ne peux pas vous montrer fini. Donc là, il est totalement nettoyé, donc c'est le vien, et vous voyez que on a des lacunes, et puis on a des usures là de la couche picturale qui sont des sortes de déplaquages. On n'explique pas tout hein, dans la restauration, on ne comprend pas forcément tout ce qui s'est passé sur le tableau, et donc là on a eu les premiers essais de réintégration donc du mollet du monsieur pour savoir si on était d'accord sur ce type de retouche pour que les restaurateurs puissent continuer à travailler dans la suite, et je pense que mardi prochain, il devrait être très avancé. Voilà, là aussi, alors je ne l'ai pas mis dans le bon sens. La photo de gauche, c'est après, la photo de droite, c'est avant, restauration. Voilà, donc les tableaux ont retrouvé toutes. Pour beaucoup, ils n'ont plus cet aspect jauni qu'ils avaient lorsque l'on les a pris. Et on a vraiment des couleurs beaucoup plus éclatantes. On les voit dans les ciels. On a des rouges, des jaunes qui sont très, très forts. Les cadres, parce qu'on traite aussi tous les cadres. Donc, dans chaque équipe, il y a des restaurateurs de support, des restaurateurs de couches picturales, mais aussi des restaurateurs de cadres. C'est le groupement que l'on avait demandé au moment de l'appel d'offres. Donc, les cadres, il faut savoir que beaucoup de cadres datent des années 60, lorsque tous les tableaux sont revenus dans la cathédrale. Puisque beaucoup étaient encore roulés au Louvre, donc n'avaient pas de cadre. Et même ceux qui en avaient, il a été décidé d'uniformiser la présentation, en particulier de tous les mets, qui ont des cadres tous identiques. Donc là, donc vous avez les cadres qui ont, pour certains, ont été démontés, puisque dans les angles, ils étaient un peu désassemblés. Et vous avez la pose donc le nettoyage en cours. Donc vous voyez là aussi quand même une différence entre la dorure nettoyée et la dorure pas nettoyée. Donc avec, pareil pour les cadres, même si ce sont des cadres des années 60, on nous a présenté avant de faire ça les essais de nettoyage pour savoir jusqu'où on allait et puis pour savoir après jusqu'où on reprenait cette dorure qui était récente et parfois un peu usée. Donc voilà, là vous avez la mise en place des feuilles d'or, puisque certains endroits, en particulier, c'est surtout les traverses basses qui sont les plus usées, parce que je pense que c'est celles qui ont pris le plus de poussière. Peut-être je pense pas qu'on arrivait quand même à les nettoyer, mais voilà. Et là vous avez donc la dorure qui est posée, c'est de la dorure à l'eau, donc des feuilles de dorure.
et après l'uniformisation avec la dorure existante pour savoir si ce niveau-là allait, et comme on ne voit strictement rien, donc le niveau va très bien. Le but est que l'on ne voit pas la restauration. On avait aussi 2 tableaux sur lesquels étaient clouées les baguettes directement sur la toile, qui servaient de cadre. Donc bien entendu, on a décidé de ne pas faire la même chose. Donc on a enlevé les baguettes qui n'étaient pas réutilisables. Au départ, je m'étais posé la question de savoir si on pouvait les réutiliser. Une fois qu'on les voyait de près et pleines de trous, on s'est dit c'est pas la peine. Et donc là, on a des présentations, on fait des nouveaux cadres. Savoir quelle moulure on va choisir pour ces 2 tableaux. Donc voilà, j'avais la présentation de tous les types de moulures. Donc pour un tableau, pour vous dire, on a choisi cette moulure-là, et pour l'autre tableau, on a choisi celle-là. Puisqu'il n'y avait aucune raison que les 2 tableaux aient la même moulure. Autre tableau aussi qui a beaucoup changé dans son format, c'est le Van Loo. On savait, avant d'enlever le cadre, qu'il n'était pas au bon format. Est-ce que c'est pour des raisons économiques qu'un cadre tout simple a été fait lorsque l'on a remis le tableau dans la cathédrale? Voilà, parce que c'est sûr qu'un cadre comme ça coûte beaucoup moins cher, y compris la traverse basse. Et donc, moi j'ai profité de la restauration, j'ai dit c'est un peu dommage. Ça serait bien quand même qu'on le remette, qu'on fasse un cadre à la forme. Et donc, ils ont gardé les montants latéraux et ils ont complété, donc avec des nouveaux éléments, la partie supérieure et la partie inférieure. Parce que ça montre que ce tableau était sans doute pris dans une boiserie à un moment, ou on n'en sait rien. Mais cela change complètement la perception de l'œuvre. Ça a été le premier tableau qui a été fini, et là on voit vraiment l'état avant dans la cathédrale et l'état après, où voilà, on retrouve tous les rouges, le vêtement de Saint Charles Borromée qui est extraordinaire. Voilà, donc un très très beau tableau, une très très belle redécouverte. Et puis je vais vous parler de quelques découvertes aussi en cours de route. Donc je vous ai parlé tout tableau du Jorat, où l'on avait à ce niveau-là un énorme, comment dire, un repeint extrêmement grossier. Vraiment très très épais, très grossier. On avait presque l'impression qu'on avait mis les doigts dedans pour l'étaler. Et donc les restaurateurs ont commencé à l'enlever et ont découvert un autre personnage, donc derrière. Et par chance, donc c'est la visitation, par chance, on avait le dessin préparatoire à la Bibliothèque nationale, qui était connu, hein, moi je l'avais dans mes dossiers, où le personnage existait, mais l'âne n'existait pas. Et à l'examen de ce tableau, donc, il a été confirmé qu'en fin de compte, le personnage n'avait jamais été fini et qu'il avait été tout de suite masqué. Mais sans doute, lors de précédentes restaurations, cela avait été mal compris et donc peut-être un peu trop nettoyé et rebarbouillé par-dessus pour le faire passer. Donc on l'a documenté et on l'a caché complètement. Et là, vous le voyez en cours de retouche ou pour le faire disparaître, et de manière beaucoup plus, là aussi beaucoup plus légère que ce gros pâté que l'on avait jusqu'à présent. Et là, je ne sais pas, je ne suis pas sûre qu'on le voit sur la photo, si on doit le voir sur celle-là, l'âne à 4 oreilles. Pareil, donc on a essayé de les atténuer aussi parce que là c'était un peu perturbant à voir. Donc en fin de compte, il avait 2 oreilles levées
et il en avait 2 autres sur les côtés. Donc le peintre avait décidé de garder celle sur les côtés et pas celle levée, mais on voyait réapparaître très très fortement en transparence et levée. Donc là aussi on les a atténués. Donc tableau qui a changé beaucoup de composition en cours de route. Donc voilà, petite découverte sur le tableau. Autre découverte, chaque tableau, chaque mets peut avoir les noms de ses commanditaires, puisque je vous rappelle que les mets étaient commandés par la confrérie des orfèvres. Et alors pour certains, on a le nom des commanditaires, on peut avoir les initiales, on peut avoir les armes. Leurs noms sont tout à fait connus à chaque fois. Et là, donc, on a le nom du premier commanditaire, donc qui est Nicolas Delèze. Et en fin de compte, on a découvert le nom du deuxième, qui était totalement masqué, dont on connaît le nom, hein. Sauf que cela veut dire que le tableau, là également, a été coupé, parce que le nom ne rentre pas. Le nombre de lettres ne fonctionne pas, et ça veut dire qu'on a coupé le tableau sur la hauteur, à un moment, toujours à un moment, quand un changement d'emplacement dans la cathédrale, trop grand quand on change de place, on n'en sait rien, mais donc on l'a noté. On n'a pas pu donc restituer même un bout de la signature, parce que là, on n'est absolument pas arrivé à remettre les lettres. Par rapport à ce qu'on avait, c'était impossible. Voilà, là je vous ai mis de manière plus précise un des repentirs où on voit très bien la main qui bouge. Et donc là, il a quand même beaucoup de doigts, hein. Et donc on a masqué la main parce que c'était très très dérangeant à la lecture. Il avait de très grands doigts et je me demande même s'il n'y a pas 3 mains. Voilà, donc là c'est une chose, on le documente pour l'histoire du tableau. Deux autres découvertes que l'on a faites. Alors là, le tableau est sur la table de support, donc c'est le Lubin Bogin. En fin de compte, nous avons 2 Lubin Bogin. Et on s'est aperçu qu'ils avaient été agrandis tous les 2 en partie basse. En fin de compte, mais pas forcément un agrandissement identique, hein, pour les 2. En fin de compte, cela leur donne exactement les mêmes dimensions pour chacun. Donc cela veut dire quelque chose, et d'après les derniers renseignements que j'ai eus, puisqu'il y a un 3e Lubin Bogin qui vient de Notre-Dame, qui est en cours de restauration pour le musée du Grand Siècle, il a la même chose et il a exactement les mêmes dimensions que celui-là. Les 3 venaient de Notre-Dame, hein. Après, à Notre-Dame, il y avait beaucoup de Lubin Bogin, et à la lecture des descriptions, on a quand même du mal à comprendre comment ils étaient agencés dans les chapelles. Donc voilà, donc découverte, agrandissement pour qu'ils aient tous la même taille, sans doute pour qu'ils se fassent pendant, pour qu'ils se répondent dans un décor de boiserie. Autre découverte, beaucoup plus, je dirais, anecdotique. Dans toutes les restaurations, on utilise des papiers anciens, des papiers, je dirais, anciens pour nous. À notre époque, les restaurateurs utilisent pour certaines manipulations des magazines. Et là, on a un fragment que vous voyez là d'un ancien papier qui a été mis dans la mise à tirant du tableau, et c'est un traité qui a été identifié donc par Oriane Laville, conservatrice donc au C2RMF, qui participe au comité scientifique. Et donc c'est un traité du XVIIIe siècle, ce qui veut dire que le tableau a bien été restauré, quelque chose au XVIIIe siècle. Donc je vais quand même vous donner quelques chiffres aussi, puisque c'est absolument pas secret. Le coût total de l'opération est de 2,7 millions sous la maîtrise d'ouvrage donc de la Direction régionale des affaires culturelles. Donc une quarantaine, je rappelle, de restaurateurs mobilisés,
Donc partout ailleurs, on se plaint qu'il n'y a plus de restaurateurs pour faire les autres travaux. Moi, je leur dis, dans un an, ils seront tous là. Il faut être un peu patient. Je pense que c'est la première et la plus grande restauration simultanée de tableaux de grand format en France. Donc, je rappelle, les plus grands font près de 5 mètres sur 4. Les locaux font 1630 mètres carrés. Et pour la première fois, donc c'est ce que j'appelle positiver l'incendie, on aura l'intérieur entièrement de la cathédrale restauré avec des œuvres restaurées. Voilà, chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Marie-Hélène, de nous avoir plongé dans ce chantier véritablement titanesque. Voilà, je pense de se rendre compte de la mobilisation déjà très importante des différents corps de métier du début. On a vu que même les cordistes sont intervenus sur ce chantier-là, avec des corps de métier ensuite derrière, dont on parle peut-être moins, et c'était l'occasion aussi de restituer une partie de leur travail, avec toutes les contraintes de temps, aussi administratives, de logistique bien sûr, principalement aussi. Et en même temps la multitude des problématiques que ça soulève en termes de restauration technique, avec l'évolution des techniques qui permettent de faire de nouvelles choses et en même temps voilà, d'avoir ces questions qui se traduisent aussi en problématiques scientifiques sur la connaissance de ces tableaux, leur restitution qui est améliorée ensuite pour le public avec cet enjeu qui est révélé voilà, à la fin, d'avoir eh bien, ces tableaux restaurés dans une cathédrale restaurée. Merci beaucoup pour ce panorama très juste et très vaste sur ce chantier dans le chantier.